Lors du déjeuner de fête, ma mère m'a dit de partir et d'arrêter de compter sur la famille. J'ai rassemblé mes affaires en silence, puis j'ai annoncé qu'il avait perdu tous les avantages financiers que je leur fournissais. Son visage s'est décomposé. Ma fourchette s'immobilisa à mi-chemin de ma bouche. De l'autre côté de la table de fête, ma mère, Martine, but une lente gorgée de son vin rouge. Elle reposa son verre. Le choc du cristal sur le bois produisit un clic sec. « Amélie, dit-elle. » Sa voix était calme et posée. « Tu dois arrêter de dépendre de cette famille. » La pièce devint silencieuse. Le bruit des couverts sur les assiettes cessa instantanément. Je regardais autour de la table. Je regardais mon père, Philippe. Il fixait son assiette, refusant de croiser mon regard. Je regardais mon frère aîné, Romain, et mon petit frère, Damien. Ils ne dirent pas un mot. Je sentis un froid dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. C'était un choc pur. Ma mère pensait vraiment que j'étais un fardeau. Elle pensait que j'étais celle qui avait besoin d'eux pour survivre. Elle n'en avait aucune idée. Je regardais le coûteux rôti de bœuf que j'avais payé. Je pensais au chèque pour les frais de scolarité que j'avais signé pour Damien. Je pensais aux dettes de carte de crédit que j'avais discrètement épongées pour Romain. Ils pensaient que j'étais la faible. Ils étaient sur le point de découvrir la vérité. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils avaient réellement besoin de moi. Avant de nous plonger dans l'histoire, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez dans le monde. Je fixais ma mère. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Arrêtez de dépendre de la famille. Mes mains tremblaient sous la table. Je les serrais en poing sur mes genoux pour que personne ne le voie. Je pris une profonde inspiration. J'essayais de calmer mon cœur. Il battait si vite que j'avais l'impression d'avoir un oiseau piégé dans ma poitrine. Je détournai le regard de son visage et observai la pièce. Pour quiconque regarderait par la fenêtre, nous ressemblions à une carte postale. Nous ressemblions à une image d'Épinal. La salle à manger était chaleureuse. Elle sentait la farce à la sauge et la dinde rôtie. La belle vaisselle, les assiettes au bord doré, étaient disposées sur la nappe en dentelle. Les verres en cristal scintillaient à la lumière du lustre. Un feu crépitait dans l'âtre derrière la tête de mon père. C'était beau. C'était parfait, et c'était un mensonge. Je regardais la dinde rôtie au centre de la table. Elle était énorme, dorée, parfaitement cuite. C'est moi qui avais acheté cette dinde. J'avais envoyé à maman l'argent pour les courses il y a 3 jours via Lydia parce qu'elle disait que sa pension de retraite avait encore du retard. Je regardais le vin dans le verre de ma mère. C'était un grand Bordeaux, un vin cher. C'est moi qui l'avais acheté aussi. J'avais apporté 3 bouteilles en arrivant parce que je savais que c'était son préféré. Je regardais le costume que portait mon frère Romain. Il était d'un bleu marine impeccable. Il avait l'air de réussir. Il ressemblait à un homme qui maîtrisait sa vie. Ce n'était pas le cas. J'avais payé ce costume il y a 6 mois pour son entretien d'embauche. J'avais aussi remboursé la note de carte de crédit qu'il avait accumulée au bar le mois dernier pour que son dossier de crédit ne soit pas plombé avant qu'il n'essaie d'acheter une maison. Partout où je regardais, je voyais mon argent. Je voyais la couche de peinture fraîche sur les murs. J'avais payé l'artisan. Je voyais le nouveau système de chauffage qui bourdonnait dans le coin. J'avais signé le chèque pour l'installation l'hiver dernier quand il m'avait appelé en grelottant, disant que la chaudière était morte. J'étais les fondations de cette maison. J'étais les poutres qui soutenaient le toit. Mais ils me traitaient comme si j'étais juste une invitée qui avait abusé de leur hospitalité. Maman reprit sa fourchette. Elle agissait comme si elle n'avait pas juste lâché une bombe sur la table. Elle piqua un morceau de carotte et le mit dans sa bouche. Elle mâchait lentement. Ce glaçage est délicieux, dit-elle à la cantonade. Philippe, passe les petits pains. Mon père, Philippe, s'exécuta instantanément. Il attrapa le panier de petits pains et le lui passa. Il gardait les yeux fixés sur le pain. Mon père était un homme silencieux. En grandissant, je pensais qu'il était paisible. Je pensais qu'il était le calme. En vieillissant, j'ai compris la vérité. Il n'était pas paisible. Il était brisé. Il avait capitulé il y a des années. Dans cette maison, Martine Dubois était le général. Tous les autres étaient des soldats, et les soldats suivaient les ordres.
Si maman était heureuse, la maison était un havre de paix. Si maman était en colère, la maison était une zone de guerre, alors papa se taisait. Il restait dans le garage. Il regardait la télé. Il était d'accord avec tout ce qu'elle disait. Il sacrifiait ses enfants pour garder sa femme heureuse. Je le regardais, le suppliant silencieusement. Papa, dis quelque chose. Dis-lui tout ce que je fais. Dis-lui qui a payé pour tes médicaments pour le cœur le mois dernier. Il prit un petit pain du panier pour lui-même et le beurra. Il ne me regarda pas. Je sentis une douleur aiguë dans mon estomac. Ce n'était pas la nourriture. C'était la trahison. Puis je regardai mes frères. Romain était assis à ma gauche. Il avait 32 ans, 2 ans de plus que moi. C'était l'enfant chéri. C'était le fils aîné. Aux yeux de ma mère, Romain ne pouvait rien faire de mal. S'il échouait, c'était la faute du monde. S'il perdait un emploi, c'était un mauvais patron. S'il était fauché, c'était l'économie. Il coupait actuellement sa viande avec des gestes agressifs. Il savait que je le regardais. Il refusait de tourner la tête. Romain connaissait la vérité mieux que personne. Il connaissait les prêts que je lui avais accordés. Il connaissait les investissements que j'avais faits dans ses idées d'entreprise ratées. Des investissements que je n'ai jamais demandé à être remboursés. Il jouait le rôle du grand frère qui réussit. En public, il me tapait sur l'épaule et disait « Amélie se débrouille bien ». Mais en privé. En privé, il m'envoyait des textos à 23 heures. « Salut Amé, je suis un peu juste pour le loyer. Tu peux me dépanner ?» Et je le faisais toujours. Je le dépannais toujours. Puis il y avait Damien, mon petit frère. Il avait 25 ans. Il était assis en face de moi, avachi sur sa chaise. Il portait un pull que je lui avais acheté pour son anniversaire. Damien était le bébé. Il était charmant. Il savait sourire pour obtenir ce qu'il voulait. Il terminait actuellement un master que je subventionnais de manière significative parce que maman disait que nous devions soutenir ses rêves. Amélie, tu sais comme c'est difficile pour les jeunes de nos jours. Alors, je payais. Je payais ses livres. Je payais son forfait repas à la fac. Je les regardais tous. Ils mangeaient. Ils buvaient. Ils profitaient de la chaleur et du confort. Et je réalisais quelque chose de terrifiant. Ils ne me voyaient pas comme une personne. Ils ne voyaient pas Amélie, la fille, la sœur, la femme qui travaillait 60 heures par semaine pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Ils voyaient un distributeur automatique de billets, mais c'était pire que ça. On apprécie un distributeur quand il donne de l'argent. On est content qu'il soit là. Eux n'étaient pas contents que je sois là. Ils m'en voulaient. Ils m'en voulaient d'avoir l'argent pour régler leurs problèmes. Ils détestaient avoir besoin de moi. Et pour gérer cette haine, ils tordaient la réalité. Dans leur tête, j'étais le problème. Dans leur version de l'histoire, j'étais celle qui était dans le besoin. J'étais celle qui s'accrochait à la famille. En acceptant mon aide, ils se sentaient petits. Alors pour se sentir grand à nouveau, ils devaient me faire sentir petite. Maman, dis-je. Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles. Elle était trop basse. Que veux-tu dire? J'avais besoin qu'elle le répète. J'avais besoin d'être sûr. Maman soupira. C'était un soupir dramatique, lourd. Elle posa sa fourchette avec un cliquetis. Elle me regarda avec pitié. C'était une pitié froide et dure. Oh, Amélie, dit-elle. Ne fais pas de scène. C'est Noël. Je ne fais pas de scène, dis-je. Tu viens de me dire d'arrêter de dépendre de la famille. Je veux savoir ce que tu veux dire. C'est juste que... Elle agita la main dans les airs, me congédiant. Tu es toujours là. Tu es toujours impliqué dans nos affaires. Tu dois apprendre à voler de tes propres ailes. J'eus l'impression d'avoir été giflé. Voler de mes propres ailes. Je volais de mes propres ailes depuis l'âge de 18 ans. J'avais quitté la maison. J'avais obtenu une bourse. J'avais cumulé 3 emplois à l'université pour ne pas avoir à leur demander un centime. J'ai construit une carrière. J'ai acheté mon propre appartement. J'ai construit une vie. C'était eux qui s'appuyaient sur moi. Je paie la taxe foncière de cette maison, dis-je.
J'essayais de garder une voix égale. J'ai payé pour le nouveau toit. Maman roula des yeux. Elle regarda Romain. Tu vois, lui dit-elle, c'est de ça que je parle. Elle nous jette les choses à la figure. C'est très inconvenant. Romain hocha la tête. Il but une gorgée de vin. C'est un peu excessif, Amélie, dit-il. Je me tournai vers lui. Un peu excessif, Romain? J'ai payé la mensualité de ta voiture le mois dernier. On essaie de passer un bon dîner, dit Romain, la voix tendue. Pourquoi faut-il toujours que tu parles d'argent? C'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût d'en parler, dis-je, ma voix montant légèrement. Mais ce n'est pas de mauvais goût de le prendre. Baisse la voix, claqua mon père. Je tournai la tête brusquement vers lui. Il avait parlé. Enfin, il avait parlé, mais pas pour me défendre. Pour me faire taire. Philippe a raison, dit maman. C'est exactement le problème, Amélie. Tu es trop émotive. Tu es trop attachée. Tu penses que parce que tu es d'un peu par-ci par-là, tu nous possèdes. C'est malsain. Elle prit son verre de vin. Nous pensons juste qu'il est temps que tu grandisses, dit-elle. Nous pensons que tu as besoin d'un peu de distance pour apprendre l'indépendance. La pièce se mit à tourner. L'indépendance. Le mot résonnait dans ma tête. Ils projetaient tout sur moi. Chaque insécurité qu'ils avaient, chaque échec qu'ils ressentaient, ils le déversaient sur mes épaules. J'étais le bouc émissaire. J'étais le réceptacle de leur honte. S'ils pouvaient se convaincre que j'étais la faible, alors ils n'avaient pas à affronter le fait qu'ils vivaient de mon salaire. Je regardais le sapin de Noël dans le coin. Il était couvert de décorations. Certaines étaient vieilles, de notre enfance. Il y avait une étoile en pâte que j'avais faite en CP. J'aimais ce sapin. J'aimais rentrer à la maison. Je pensais que c'était mon refuge. Je réalisais maintenant que ce n'était pas un foyer. C'était une scène. Et j'avais oublié mes répliques. J'étais censé payer les factures, sourire et prétendre que je n'existais pas jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Mais aujourd'hui, j'avais parlé. Aujourd'hui, j'avais demandé pourquoi. Et parce que j'avais demandé pourquoi, la façade se fissurait. Je baissai les yeux sur mon assiette. Je n'avais pas pris une seule bouchée. La sauce formait une peau sur le dessus. Elle avait l'air froide et peu appétissante. Je dis juste, continua maman, sa voix de nouveau légère. Maintenant qu'elle m'avait remise à ma place, ce serait bien pour toi de couper le cordon. Couper le cordon. Elle me sourit. Ce n'était pas le sourire d'une mère. C'était le sourire d'un requin. Nous nous inquiétons pour toi, ma chérie, mentit-elle. Le mensonge était si gros, si audacieux, qu'il remplit la pièce. Il chassa tout l'air. Je ne pouvais plus respirer. Je restais là, figé dans la salle à manger parfaite, entouré par la famille parfaite, réalisant que j'étais complètement seul. Le silence s'étira. Ce n'était pas un silence paisible. Il était lourd. Il pesait sur mes épaules. J'attendis. J'attendis que l'un d'eux craque. J'attendis une blague. J'attendis que Damien rie et dise « Bien joué, maman ». J'attendis que papa dise « Martine, ce n'est pas juste ». Mais le silence tenait bon. Le seul son était le grattement des fourchettes sur la porcelaine. Gratte. Clic mâche. Ils s'étaient remis à manger. Ils agissaient comme si la conversation était terminée. Ils agissaient comme s'ils avaient résolu un problème. Le problème, c'était moi. Je regardais de nouveau Romain. J'avais besoin qu'il me regarde. Nous avions partagé la même chambre jusqu'à nos 10 ans. On construisait des forts avec des couvertures. Quand il a eu le cœur brisé au lycée, c'est moi qui suis resté avec lui toute la nuit à écouter de la musique triste. Romain, dis-je doucement. Il ne leva pas les yeux. Il poignarda une pomme de terre. Romain, dis-je encore, un peu plus fort. Il soupira, fort et agacé. Il tourna enfin la tête. Ses yeux étaient froids. Il n'y avait aucun amour fraternel en eux. Il n'y avait que de l'irritation. Quoi, Amélie, lança-t-il. Laisse tomber. Tu es d'accord avec elle, demandai-je. Tu penses que je dépends de vous? Romain s'essuya la bouche avec une serviette en lin. Il regarda maman,
puis de nouveau moi. Il fit un calcul. Il décida de quel côté son pain était beurré. C'est peut-être mieux comme ça, marmonna-t-il. Mieux comme ça, répétai-je. Ouais, dit-il. Il haussa les épaules. Tu es intense, Amélie. Tu débarques ici avec ton énergie de la grande ville et tes attentes. Ça met beaucoup de pression sur tout le monde. Peut-être que maman a raison. Peut-être que tu as besoin de prendre du recul. Je sentis une larme piquer au coin de mon œil. Je la chassai furieusement en clignant des yeux. Je ne pleurais pas. Pas devant eux. Je mets de la pression sur toi? Demandai-je, en payant tes dettes? Tu vois, s'exclama Romain en levant les mains. Te revoilà. Tu me le jettes à la figure. C'est exactement de ça qu'on parle. Tu utilises l'argent pour nous contrôler. C'est de la manipulation. Ma bouche s'entr'ouvrit. Je donnais librement. Je n'ai jamais demandé d'intérêt. Je n'ai jamais demandé de plan de remboursement. Je voulais juste qu'ils aillent bien. Et maintenant, ma générosité était transformée en manipulation. Je me tournai vers Damien, mon petit frère. Celui que je protégeais des brutes. Celui à qui j'achetais des glaces quand il s'écorchait le genou. Damien, demandai-je, et toi? Damien leva les yeux de son assiette. Il avait un sourire narquois. C'était un petit regard méchant et arrogant. Honnêtement, Amélie, dit-il, si tu as des difficultés, tu peux le dire. Ma mâchoire se serra. Des difficultés? Ouais, dit-il. Il but une gorgée de son vin. Mon vin. Si tu ne peux pas gérer ta propre vie, ne t'en prends pas à nous. On s'en sort très bien. On n'a pas besoin de tes drames. Il rit un peu, comme s'il avait fait une blague intelligente. Maman sourit. Elle regarda Damien avec fierté. Exactement, dit-elle. Tu vois, Amélie? Tout le monde le ressent. Elle se pencha en avant, ses yeux rivés sur les miens. Tu dépends trop de nous, ma chérie, répéta-t-elle. Elle le dit avec une telle assurance. Elle le dit comme si c'était un fait gravé dans la pierre. Nous sommes une famille, dit-elle. Nous nous soutenons émotionnellement, mais toi. Tu prends tellement de place. C'est épuisant. Je regardai une dernière fois autour de la table. Romain hochait la tête. Damien souriait narquoisement. Papa fixait la nappe, traçant un motif avec son doigt. Personne n'objecta. Personne ne dit, attendez, Amélie fait tout pour nous. Personne ne dit, nous aimons Amélie. Leur silence disait tout. Ils étaient d'accord. Je n'avais pas ma place ici. Je n'étais pas un membre de cette famille. J'étais une ressource, et maintenant qu'ils se sentaient en sécurité, maintenant qu'ils avaient assez extrait de moi, ils me jetaient. Ils voulaient les avantages de mon argent sans l'inconvénient de ma présence. Ils voulaient que je parte. Je sentis une étrange sensation m'envahir. Le choc disparut. La blessure disparut. Elle fut remplacée par la clarté. C'était comme si un brouillard se levait. Pendant des années, j'avais marché dans un brouillard, essayant de trouver mon chemin vers leur cœur. Je pensais que si je payais juste une facture de plus, si je résolvais juste une crise de plus, si je me présentais juste une fois de plus, ils finiraient par m'aimer comme ils s'aimaient les uns les autres. Mais le brouillard était parti maintenant, et je voyais la vérité. Il n'y avait pas d'amour à trouver. Je n'avais pas été poussé hors de la famille. Je n'en avais jamais vraiment fait partie. J'étais l'étrangère. J'étais laide. Je regardais mes mains. Elles étaient stables maintenant. Le tremblement avait cessé. Je regardais le reflet de la pièce dans la fenêtre sombre. Je me vis assise là. J'avais l'air petite, mais je sentis quelque chose grandir en moi. Une résolution dure et froide. Je n'étais plus en colère. La colère exige que l'on se soucie. Et à ce moment-là, assise à cette table, je sentis mon souci pour eux s'évaporer. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Toute l'inquiétude que je portais pour eux, disparut. Tout le stress concernant le travail de Romain, disparut. Toute l'anxiété concernant les factures de santé de maman, disparut. Toute la planification de l'avenir de Damien, disparut. Il voulait que j'arrête de dépendre d'eux. Très bien. Je repoussai ma chaise. Les pieds raclèrent bruyamment le parquet.
C'était un son dur. Tout le monde arrêta de manger. Ils levèrent les yeux. Je me levai. Je ne lissai pas ma robe. Je ne pris pas encore mon sac à main. Je restai juste là, à les regarder de haut. Ils ressemblaient à des étrangers. « Où vas-tu » demanda maman. Sa voix était sèche. Elle n'aimait pas que je bouge sans sa permission. Nous n'avons pas eu de dessert. Je pars, dis-je. Ne sois pas dramatique, dit Romain. Assieds-toi. Non, dis-je. Amélie, dit papa. Il leva les yeux, l'air inquiet maintenant. Assieds-toi, c'est tout. Finis ton dîner. J'ai fini, dis-je. Je regardais la nourriture dans mon assiette. Elle ressemblait à du plastique. Tu t'enfuis, se moqua Damien. Classique Amélie. Je ne m'enfuis pas, dis-je calmement. Je fais ce que vous demandez. Quoi, demanda maman. J'arrête, dis-je. J'arrête tout. Oh, arrête de parler par énigme, claqua maman. Tu gâches Noël. Tu as raison, dis-je. Je dépends trop de vous. Je dépends de vous pour être une famille. Je dépends de vous pour me traiter avec respect. Je dépends de vous pour m'aimer. Je fis une pause. La pièce était d'un silence de mort. Je ne ferai plus cette erreur, dis-je. Je me retournai. Je marchai jusqu'au porte-manteau dans le couloir. Mes mains étaient stables tandis que j'enfilais mon manteau de laine. J'enroulai mon écharpe autour de mon cou. Je mis mes gants. Je pouvais les entendre chuchoter dans la salle à manger. Elle fait juste une crise, chuchota Romain. Laisse-la partir, dit maman. Elle reviendra demain en s'excusant. Elle revient toujours, dit Damien. Je les entendis. Chaque mot. Ils étaient si sûrs de moi. Ils étaient si sûrs que j'étais faible. Ils étaient si sûrs que j'étais désespéré d'obtenir leur approbation. Ils avaient tort. Je pris mon sac à main. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée. Je posai ma main sur la poignée en laiton. Je regardai en arrière vers l'arche de la salle à manger. Personne n'était venu dans le couloir. Personne ne m'avait suivi. Ils étaient toujours assis là, mangeant la dinde que j'avais achetée, buvant le vin que j'avais acheté, dans la maison que j'aidais à entretenir. Au revoir, murmurai-je. J'ouvris la porte. L'air froid de l'hiver me frappa le visage. Il était vif et pur. Il semblait réel. Je sortis sur le porche et fermai la porte derrière moi. Le clic du loquet fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Je marchai jusqu'à ma voiture. La neige commençait à tomber. Elle crissait sous mes bottes. Je m'installai sur le siège du conducteur et démarrai le moteur. Je ne regardais pas la maison en arrière. Je ne regardais pas les fenêtres illuminées. Chez moi, dis-je à voix haute dans la voiture vide. Je passai une vitesse et partis. Je les laissais derrière moi. Mais plus important encore, je laissais derrière moi la version de moi-même qui avait besoin d'eux. Cette Amélie-là était encore à table, mendiant des miettes. La nouvelle Amélie roulait sur l'autoroute, et elle avait fini de payer le prix d'entrée. L'effacement était complet. Ils m'avaient effacé de leur famille, mais ils ne réalisaient pas qu'en faisant cela, ils avaient effacé leur filet de sécurité. Ils voulaient être indépendants. Ils étaient sur le point d'obtenir exactement ce qu'ils souhaitaient. Le trajet pour rentrer chez moi prenait habituellement 40 minutes. Cette nuit-là, il sembla en durer 5. Mon téléphone était posé sur le siège passager. Il se mit à vibrer avant même que j'atteigne la route principale. L'écran s'alluma. Maman appelle. Je ne le regardais pas. Je ne le mis pas en silencieux. Je le laissais simplement vibrer. Il vibrait contre le siège en cuir. Un petit bourdonnement de colère dans la voiture silencieuse. Puis il s'arrêta. 2 minutes plus tard, il vibra de nouveau. Romain appelle. Puis un texto retentit. Puis un autre. Je gardais les yeux sur la route. La neige tombait plus fort maintenant. De gros flocons blancs se précipitaient sur le pare-brise. Les essuie-glaces battaient d'avant en arrière. C'était un rythme hypnotique. À l'intérieur de la voiture, le chauffage soufflait de l'air chaud. Je me sentais étrange. J'attendais que les larmes viennent. J'attendais de m'effondrer, de me garer sur le bord de la route et de sangloter sur le volant.
C'est ce que font les gens dans les films quand leur famille les rejette. Mais les larmes ne vinrent pas. Au lieu de cela, ma poitrine se sentait légère. Elle se sentait vide, mais dans le bon sens. Comme si on m'avait enlevé un lourd sac à dos après une randonnée de 15 kilomètres. Je pensais à ce que maman avait dit. Arrêtez de dépendre de la famille. Je repassais la phrase encore et encore dans ma tête. Je la disséquais. Pourquoi avait-elle dit ça? Parce qu'elle avait besoin de le croire. Si elle admettait que j'étais la forte, alors elle devait admettre qu'elle était la faible. Si elle admettait que je payais pour tout, elle perdait son pouvoir. Elle devait réécrire l'histoire. Dans son histoire, j'étais la fille collante qui avait besoin de leur validation. J'éteignis la radio. J'avais besoin d'un silence total. Je réalisais quelque chose en m'engageant sur l'autoroute. Ils ne me détestaient pas. La haine impliquerait qu'ils avaient des sentiments forts à mon égard. Ils m'étaient indifférents. J'étais une commodité pour eux. Comme l'électricité. On n'aime pas l'électricité. On ne remercie pas l'électricité. On ne la remarque que lorsqu'elle est coupée. Et quand elle est coupée, on s'énerve. Ils étaient énervés ce soir parce que l'électricité avait commencé à répondre. Je me garais dans le parking de mon immeuble. Mon immeuble était moderne, propre et calme. J'avais acheté mon appartement il y a 3 ans. C'était la première chose que j'avais faite juste pour moi. Je garais la voiture et coupais le moteur. Le silence revint en force. Je pris mon téléphone. Cet appel manqué, 4 textos. Romain, tu es ridicule. Reviens. Damien, maman pleure. Bien joué. Maman, répond au téléphone, Amélie. Papa, pas de message. Je fixais l'écran. Maman pleure. C'était un piège. C'était un appât. Normalement, ce texto m'aurait fait faire demi-tour. Je serais revenu en courant, je me serais excusé et j'aurais tout arrangé. J'aurais promis d'être meilleur. Mais ce soir, je regardais les mots et ne ressentis rien. Je sortis de la voiture et marchai jusqu'à l'ascenseur. Quand j'entrais dans mon appartement, l'air sentait la vanille et le linge propre. C'était mon espace. Personne ici ne me disait que j'étais trop. Personne ici ne me disait d'arrêter de dépendre d'eux. Je fermai la porte à clé. Je mis le verrou. Clic, j'allai dans la salle de bain et allumai les lumières vives de la coiffeuse. Je me regardais dans le miroir. J'avais l'air fatigué. Ma peau était un peu pâle. Mon rouge à lèvres était encore parfait. Mes cheveux étaient encore nets. Je me regardais dans les yeux. Je cherchais la petite fille blessée. Je cherchais la victime, mais je ne vis pas de victime. Je vis une femme qui s'était fait arnaquer. C'est ce que c'était. C'était une longue arnaque. Pendant 20 ans, j'avais cotisé à un système qui n'allait jamais me rembourser. J'investissais dans une famille qui m'avait déjà radié comme une perte. Je me penchais plus près du miroir. Tu ne les as pas perdus, murmurai-je à mon reflet. Tu ne les as jamais eus. C'était ça, la clarté. Je m'étais battu pour rester dans le cercle intime. Je pensais que si je payais pour les vacances, je serais dans le cercle. Je pensais que si je réglais la dette de Romain, je serais dans le cercle. Mais le cercle était fermé. C'était maman, papa, Romain et Damien. Ils formaient une unité. J'étais le satellite en orbite autour d'eux, brûlant ma propre énergie pour les garder au chaud. Je n'étais pas une fille. J'étais un sponsor. Et le contrat de sponsoring était terminé. Je me lavais le visage. J'enlevais le maquillage. J'enlevais la robe coûteuse que j'avais achetée spécialement pour ce dîner parce que maman aimait que j'aie l'air présentable. Je mis mon pantalon de jogging et un vieux t-shirt. J'allais à la cuisine et me versais un verre d'eau. De l'eau froide et pure. Mon téléphone vibra de nouveau sur le comptoir. Je le pris. J'allais dans les paramètres. Ne pas déranger. Puis j'allais plus loin. J'allais à la liste de contacts. Martine, bloquer l'appelant. Romain, bloquer l'appelant. Damien, bloquer l'appelant. J'hésitais sur le nom de papa. Mon pouce plana au-dessus de l'écran. Il n'avait rien dit de méchant. Il ne m'avait pas attaqué, mais il ne m'avait pas aidé non plus. Il les avait regardés me dépecer, et il était resté là à beurrer un petit pain. Son silence était sa signature.
J'appuyais sur le bouton. Philippe Dubois, bloquer l'appelant. Je posais le téléphone. La pièce était si silencieuse. C'était un beau silence. Ce n'était pas solitaire. C'était paisible. Je marchais dans mon salon. Mon ordinateur portable était sur la table basse. Je le regardais. Il m'avait dit d'être indépendante. Il m'avait dit d'arrêter de dépendre d'eux. D'accord, dis-je à la pièce vide. Voyons voir à quel point vous êtes indépendant. Je m'assis sur le canapé et ouvris l'ordinateur portable. L'écran brillait d'une lueur bleue dans la pièce sombre. Il était temps de rendre les choses officielles. J'ai toujours été organisé. Il le faut quand on gère sa propre vie et celle de tout le monde. J'avais un tableur principal. Je l'appelais le soutien familial, mais dans ma tête, je l'appelais le fonds pour le maintien de la paix. J'ouvris le fichier. C'était une longue liste, des lignes et des colonnes de paiements automatiques, de virements récurrents et de numéros de carte de crédit enregistrés. C'était une carte de mon exploitation. Je fis craquer mes doigts. Je sentis une précision froide et chirurgicale prendre le dessus. Je ne faisais pas ça par rage. Je ne jetais pas d'assiette contre le mur. C'était du business. Il voulait changer les termes de notre accord. Très bien. Je résiliai le contrat. Point, les services publics de la maison des parents. Il y a des années, maman s'était plainte que la facture de chauffage grignotait leur budget course. Alors, j'ai mis les factures de gaz, d'électricité et d'eau à mon nom. Je les ai mises en paiement automatique depuis mon compte courant. Je me suis connecté au site web du fournisseur d'énergie. Titulaire du compte, Amélie Dubois. Adresse du service, 42 rue du Chêne, maison des parents. J'ai cliqué sur Arrêter le service. Une boîte d'avertissement est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir déconnecter le service à cette adresse? Je ne voulais pas couper leur courant ce soir. Ce serait cruel. Je n'étais pas cruel. J'ai sélectionné l'option Transférer le service. J'ai tapé l'adresse email de mon père. Motif du transfert, n'est plus résident. Date d'effet, demain. J'ai cliqué sur Envoyer. Demain matin, papa recevrait un email lui disant qu'il devait enregistrer une carte ou que les lumières s'éteindraient dans 48 heures. Ensuite, le câble et Internet. Le forfait premium parce que Romain aimait regarder le sport quand il venait et maman aimait ses chaînes de cinéma. 215 € par mois. Je me suis connecté. Annuler l'abonnement. Êtes-vous sûr? Nous pouvons vous offrir une réduction. Non merci. Clic terminé. L'écran de cet onglet devint noir. Point 2, Romain. J'ai ouvert mon application bancaire. Chaque premier du mois, j'avais un virement programmé de 800 € à Romain. Il était intitulé l'aide loyer. Il m'avait dit il y a 2 ans qu'il était entre 2 projets et qu'il avait juste besoin d'un coup de pouce. Il avait un travail maintenant, un bon travail, mais il ne m'a jamais dit d'arrêter le virement. Et je ne l'ai jamais arrêté parce que je ne voulais pas qu'il ait des difficultés. Il m'a dit ce soir que j'étais manipulatrice. Il a dit que mon argent était de mauvais goût. J'ai trouvé le virement récurrent. Supprimé. Puis l'assurance auto. Il était sur mon contrat. C'était moins cher comme ça. Je lui avais dit, rembourse-moi quand tu pourras. Il ne m'a jamais remboursé. Pas une seule fois. Je me suis connecté au portail de l'assurance. Conducteur, Romain Dubois. Véhicule, Peugeot 5008 de 2021. Supprimer le conducteur. Supprimer le véhicule. La prime a baissé de 140 € par mois. J'ai souri. C'était un petit sourire pincé. Point 3, Damien, mon petit frère, celui qui m'avait souri narquoisement en mangeant la nourriture que j'avais payée. Je suis allé sur le portail de l'université. J'étais répertorié comme payeur autorisé. Je payais le reste de ses frais de scolarité, la partie que les prêts ne couvraient pas, mais je rechargeais aussi sa carte de paiement du campus. C'était l'argent qu'il utilisait pour les cafés, la librairie et les pizzas tard le soir. J'ai regardé le solde. Je venais d'y mettre 500 € la semaine dernière pour sa semaine d'examen. Je ne pouvais pas reprendre cet argent. Il était déjà parti, mais je pouvais arrêter le prochain. J'ai retiré ma carte de crédit du dossier. J'ai supprimé mon profil. Puis je me suis souvenu de son téléphone portable. Ils étaient tous sur mon forfait.
J'avais un forfait famille. C'était approprié. Je payais pour le forfait famille, mais je ne faisais pas partie de la famille. Je me suis connecté chez l'opérateur. Titulaire du compte, Amélie Dubois. Ligne 4. J'ai sélectionné 3 lignes. Martine, Philippe, Damien. Romain avait son propre téléphone, heureusement. J'ai cliqué sur « Suspendre le service ». Non, c'était trop agressif. En cas d'urgence, ils avaient besoin de téléphone. À la place, j'ai cliqué sur « Transfert de responsabilité de facturation ». J'ai libéré leur numéro. Ils recevraient un texto leur disant qu'ils devaient assumer la responsabilité de leur propre ligne dans les 72 heures où le service serait coupé. Ils voulaient l'indépendance. Ils l'obtenaient. Point 4. Les cartes de crédit. C'était le gros morceau. Maman avait une carte de crédit. Elle était à mon nom, mais je lui avais donné une carte secondaire pour les urgences. L'urgence s'est transformée en cadeau de Noël. L'urgence s'est transformée en course parce que je ne veux pas aller à la banque. L'urgence s'est transformée en dîner avec des amis. J'ai consulté le relevé. Galerie Lafayette, 145,50 €. Caviste, 85 €. Station-service, 60 €. J'ai regardé le débit du caviste. C'était le vin qu'elle avait bu ce soir. Le vin qu'elle avait bu en me disant de partir. J'ai cliqué sur l'image de la carte. Déclarer perdu ou volé. Non. Bloquer la carte. Non. Annuler la carte. Motif, utilisateur non autorisé. Confirmé. L'image numérique de la carte est devenue grise. Je me suis adossé au canapé. Ma table basse était éclairée par la lumière bleue de l'écran. Je venais de couper environ 4 000 € de soutien par mois. Mon cœur battait régulièrement. J'ai vérifié mon pouls. Normal. Je ne paniquais pas. Je me sentais puissante. Pendant des années, j'ai pensé que ma valeur venait de ce que je pouvais fournir. J'ai pensé que si j'arrêtais de payer, je disparaîtrais. J'ai pensé que je cesserais d'exister pour eux. Mais ce soir, j'ai réalisé que disparaître me convenait très bien. J'ai fermé les onglets bancaires. J'avais une dernière chose à vérifier. J'ai attrapé ma boîte à archives que je gardais sous le bureau. J'ai sorti un dossier en manille intitulé le chalet familial. C'était une magnifique structure en apprêt du lac. Grand-père l'avait construit. Quand il est mort, il l'a laissé à papa. Mais papa ne pouvait pas payer les impôts ou l'entretien. Le toit fuyait. Les fondations se fissuraient. Il y a 5 ans, ils allaient le vendre. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Nous avions tant de souvenirs là-bas. Ou je pensais que nous en avions, alors je suis intervenu. J'ai payé pour la rénovation. J'ai payé les arriérés d'impôts. J'ai payé l'avocat pour régler l'acte de propriété. Papa était si reconnaissant. Tu as sauvé l'héritage, Amélie, avait-il dit. J'ai ouvert l'acte de propriété. J'ai parcouru le langage juridique. Je me suis souvenu de la conversation avec mon avocate, Sarah. C'était un requin. Elle ne faisait pas confiance à ma famille. Amélie, avait-elle dit, vous mettez trop d'argent dans une propriété que vous ne possédez pas. Nous devons vous protéger. Ce sont mes parents, avais-je argumenté. Ils ne vont pas m'arnaquer. Les gens changent quand l'argent est en jeu, avait dit Sarah. J'ajoute une clause de réversion, une clause de déclenchement, juste au cas où. Je ne l'avais pas regardé depuis des années. J'ai trouvé le paragraphe à la page 4. Dans le cas où le cédant, Philippe Dubois, ou ses agents, refuserait à la cessionnaire, Amélie Dubois, un accès raisonnable ou tenterait de grever financièrement la propriété sans le consentement de la cessionnaire, ou si la cessionnaire assume l'entière responsabilité financière pour une période dépassant 24 mois. Je l'ai relu. Le titre de propriété reviendra automatiquement à la cessionnaire. J'avais payé les impôts pendant 5 ans. J'avais payé l'assurance. J'avais payé l'entretien. Techniquement, le chalet était déjà à moi. Je n'avais juste pas fait les démarches pour le faire valoir parce que je ne voulais pas embarrasser papa. Mais ce soir, ils m'ont dit d'arrêter de dépendre d'eux. J'ai regardé la clause. Elle clignotait comme une enseigne au néon. S'ils essayaient de me combattre là-dessus, s'ils essayaient de prétendre que je volais le chalet, ils perdraient.
J'ai pris une photo de la page avec mon téléphone. Je n'allais pas l'activer tout de suite. J'attendrai. Je les laisserai réaliser ce que la vie coûtait. J'ai fermé l'ordinateur portable. C'était fait. Le silence dans mon appartement était profond et lourd, mais il n'était pas vide. Il était plein de possibilités. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Vous vouliez que je parte, murmurai-je. Alors je suis parti. Je suis allé dans ma chambre et je me suis glissé dans mon lit. Il était frais et doux. Pour la première fois en 10 ans, je ne me suis pas inquiété de savoir si maman avait assez d'argent pour la facture d'électricité. Je ne me suis pas inquiété de savoir si Romain pouvait payer son loyer. J'ai fermé les yeux. Ils allaient se réveiller dans une réalité très froide et très chère. Et j'allais dormir comme un bébé. Les jours entre Noël et le Nouvel An sont généralement flous. Pour la plupart des gens, c'est une période de reste et de matinée paresseuse. Pour moi, c'était habituellement la semaine la plus chargée de l'année. C'est à ce moment-là que je faisais habituellement les comptes de la famille pour l'année à venir. Je projetais les dépenses de Romain. Je vérifiais si la retraite de papa avait une revalorisation. Je m'assurais que les taxes foncières étaient programmées. Cette année, je n'ai rien fait. Je suis allé travailler. Je me suis assise dans mon bureau. J'ai bu du café. J'ai fait mon travail. C'était calme. Mon téléphone était toujours en mode ne pas déranger pour eux. Je pouvais voir les notifications s'accumuler en arrière-plan. Appels manqués, messages vocaux, textos, mais je ne les ai pas ouverts. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie, mais c'était un fantôme paisible. Le 28 décembre, j'ai appelé mon avocate, Sarah. Sarah était une femme vive avec des cheveux gris courts et un esprit aussi affûté qu'un piège à loup. Elle s'était occupée du transfert de l'acte de propriété du chalet il y a 5 ans. Amélie, dit-elle en décrochant. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles pendant les fêtes. Est-ce que tout va bien? J'ai besoin que vous sortiez le dossier du chalet, dis-je. Il y eut une pause. J'entendis le cliquetis d'un clavier. Je l'ai juste ici, dit-elle. Que se passe-t-il? J'ai arrêté de tout payer, dis-je. Mes parents, ils m'ont demandé d'arrêter de dépendre d'eux, alors je leur ai coupé les vivres. Sarah laissa échapper un léger sifflement. Bravo. Il était temps. J'ai besoin de savoir pour la clause de déclenchement, dis-je. Rappelez-moi exactement comment ça fonctionne. D'accord, dit Sarah. Sa voix passa en mode professionnel. Quand vous avez remboursé les arriérés d'impôts et les coûts de rénovation, nous avons structuré l'acte de manière à ce que vos parents conservent le titre de propriété en nom seulement, pour sauver la face. Cependant, comme vous avez assumé toute la responsabilité financière, nous avons ajouté la clause de réversion. Lisez-la moi, dis-je. Elle stipule que si le cédant, vos parents, tentent de vendre, d'hypothéquer ou de restreindre votre accès à la propriété, ou s'ils engagent une action en justice revendiquant la propriété exclusive, le titre vous revient automatiquement. En fait, ils détiennent la propriété en fiducie pour vous. S'ils brisent la confiance, ils perdent le titre. Et s'ils essaient de me mettre dehors, demandai-je. Cela compte comme une restriction d'accès, dit Sarah. Ça déclenche la clause. L'acte vous est transféré immédiatement. Je me suis adossé à ma chaise de bureau. J'ai regardé la silhouette de la ville. Le chalet était la seule chose qui m'importait vraiment. La maison de la rue du Chêne n'était qu'un bâtiment, mais le chalet, c'était là que j'allais pour m'échapper. C'était l'endroit où je m'asseyais sur le ponton et prétendais avoir une famille normale. Je connaissais ma mère. Je savais comment elle fonctionnait. Quand elle réaliserait que les cartes de crédit étaient annulées, elle serait en colère. Quand elle réaliserait que les factures étaient en retard, elle serait furieuse. Mais elle aurait besoin d'une victoire. Elle aurait besoin de me faire du mal en retour. Elle aurait besoin de m'enlever quelque chose pour prouver qu'elle était toujours la matriarche. Et la seule chose qu'elle pouvait m'enlever, c'était le chalet. Préparez les papiers, Sarah, dis-je. Vous pensez qu'ils vont tenter quelque chose? Je sais qu'ils le feront, dis-je. Maman ne supporte pas de perdre le contrôle. Elle va essayer de m'interdire l'accès à la propriété. Elle va essayer de changer les serrures. Si elle fait ça, dit Sarah, elle vous tend les clés légalement. Exactement, dis-je. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, Amélie, demanda Sarah. Sa voix était plus douce maintenant.
C'est l'option nucléaire. Une fois que vous prenez la propriété, il n'y a pas de retour en arrière. Je pensais au dîner de Noël. Je pensais à la façon dont il m'avait regardé. Je pensais aux années passées à être un distributeur de billets avec un pot. Ce n'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton, Sarah, dis-je. Ce sont eux. Je ne fais qu'observer les retombées. D'accord, dit-elle. J'aurai le dépôt de prêt. Nous avons juste besoin d'une preuve de leur action. Vous l'aurez, dis-je. Attendez un peu. J'ai raccroché le téléphone. J'ai ouvert le dossier sur mon bureau. J'ai regardé une photo du chalet. C'était une structure en A avec de grandes fenêtres donnant sur le lac. J'avais payé pour ces fenêtres. J'avais payé pour la terrasse. J'avais payé pour le chauffage. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que je reviendrais en rampant, les suppliant de payer leurs factures à nouveau juste pour qu'ils me sourient. Ils étaient sur le point de découvrir que je n'étais pas seulement un chéquier. J'étais la propriétaire. J'ai fermé le dossier. Je ressentis un étrange sentiment de calme. Le piège était tendu. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'ils y tombent. Cela a commencé le 30 décembre. J'étais chez moi en train de lire un livre. Le silence des derniers jours s'est brisé comme un morceau de verre. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas une sonnerie normale. C'était la sonnerie spéciale que j'avais réglée pour les urgences uniquement. C'était Damien. J'ai fixé l'écran. Je savais où il était. Il emmenait toujours ses amis au chalet pour le réveillon du Nouvel An. Il aimait jouer aux gosses de riches, organisant des fêtes dans son domaine familial. Il ne savait pas que j'avais annulé la livraison automatique de carburant pour la citerne de propane. J'ai décroché le téléphone. Allô? Qu'est-ce que tu as foutu? A hurlé Damien. Sa voix était aiguë et paniquée. Je pouvais entendre le vent en arrière-plan. Allô, Damien, dis-je calmement. Il fait un froid de canard, a-t-il crié. On est arrivé au chalet et il fait 4 degrés à l'intérieur. Le chauffage ne s'allume pas. J'ai vérifié la citerne et elle est vide. Ça a l'air inconfortable, dis-je. Inconfortable? C'est glacial. J'ai 5 amis ici. On est en train de geler. J'ai appelé la compagnie de gaz et ils ont dit que le compte avait été suspendu à la demande du payeur. C'est toi qui as fait ça? Oui, dis-je. Pourquoi, a-t-il braillé? T'es folle? Maman m'a dit d'arrêter de dépendre de la famille, dis-je. Et elle m'a dit que je vous contrôlais avec l'argent, alors j'ai arrêté de payer. Si tu veux du propane, tu peux les appeler et le mettre sur ta carte. Je n'ai pas de carte avec un plafond aussi élevé, a-t-il hurlé. Ça coûte 600 € pour remplir la citerne. Bienvenue dans le monde réel, dis-je. Les adultes paient pour leur propre chauffage. Tu gâches mon séjour, a-t-il crié. Tu fais ça exprès. T'es une psychopathe. Je suis indépendante, dis-je. N'est-ce pas ce que vous vouliez? J'ai raccroché. J'ai de nouveau bloqué son numéro. 10 minutes plus tard, l'icône de la messagerie vocale est apparue. C'était Philippe, mon père. J'ai écouté le message. Sa voix semblait fatiguée, comme toujours, mais il y avait une pointe d'agacement. Une once de panique. Amélie, c'est papa. Écoute, on a reçu un avis de la compagnie d'électricité à la maison aujourd'hui. Ils disent qu'ils vont couper le courant demain si on ne paie pas le solde. Et Romain dit que son assurance auto a été annulée. Il s'est fait arrêter et a failli avoir une amende. C'est trop. On doit être raisonnable. Rappelle-moi, s'il te plaît. Ta mère est. Enfin, rappelle-moi. Raisonnable. C'était son mot préféré. Raisonnable signifiait Amélie paie pour tout et la ferme. Raisonnable signifiait ne contrarie pas ta mère. Je n'ai pas rappelé. Le lendemain, c'était le réveillon du Nouvel An. Je suis rentré du travail et j'ai vu une enveloppe de coursier collée à la porte de mon appartement. Elle était épaisse. Elle avait l'air officielle. Je l'ai décollée de la porte et je suis entré. Mes mains tremblaient légèrement. C'était ça. C'était le moment dont Sarah m'avait averti. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe. Ce n'était pas une lettre de mes parents. C'était une lettre d'un avocat. Pas un bon avocat.
Un avocat de quartier de leur ville natale. J'ai lu la lettre d'accompagnement. Objet, propriété et accès à la propriété située au 44 allée du Lac. Le chalet. Chère mademoiselle Dubois, nous représentons Martine et Philippe Dubois. Il a été porté à notre attention que vous vous êtes livré à des actes malveillants concernant les services publics de la propriété familiale. Veuillez être avisé qu'à compter de ce jour, votre accès à la propriété est révoqué. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans les lieux. De plus, mes clients font valoir leurs pleins droits légaux en tant que seuls propriétaires de l'acte de propriété. Tous les objets personnels que vous avez à la propriété seront emballés et vous seront retournés. Signé, Maître Jacques T. Martin. Oui. J'ai fixé le papier. Maman l'avait fait. Elle était tellement en colère que j'ai coupé l'argent qu'elle a décidé de me faire du mal de la seule manière qu'elle connaissait. Elle a essayé de prendre le chalet. Elle a essayé de me bannir. Elle pensait que cette lettre était une épée. Elle pensait qu'elle me coupait les ponts. Elle n'a pas réalisé qu'elle venait de signer sa propre défaite. Elle venait de déclencher la clause. Si le cédant refuse au cessionnaire un accès raisonnable ou tente de revendiquer la propriété exclusive. Elle avait fait les deux. Par écrit, sur du papier à en-tête légale. J'ai pris mon téléphone. J'ai pris une photo de la lettre. Je l'ai envoyée par texto à Sarah. Ils l'ont envoyée, ai-je tapé. Déclencheur activé. Sarah a répondu 1 minute plus tard. Reçu. Dépôt de l'acte de réversion maintenant. D'ici demain matin, le cadastre enregistrera la propriété à votre nom uniquement. Je rédige l'avis d'expulsion. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé de nouveau la lettre. Seul propriétaire. Maman était tellement aveuglée par son besoin de contrôle qu'elle a oublié qui avait payé l'avocat il y a 5 ans. Elle a oublié que je lisais chaque contrat que je signais. Elle a oublié que c'était moi qui protégeais les biens familiaux. Même d'elle. Le contre-coup était terminé. La guerre était finie. Ils avaient tiré leur dernière cartouche, et elle s'était retournée contre eux. Je me suis approché de la fenêtre. Des feux d'artifice commençaient à éclater au-dessus de la ville. Des éclats rouges et dorés contre le ciel sombre. Bonne année, murmurai-je. Demain, ils découvriraient. Demain, ils réaliseraient qu'en essayant de me mettre dehors, ils venaient de s'expulser eux-mêmes. Il était temps pour la confrontation finale. Mon téléphone a vibré le 2 janvier. C'était un texto de Philippe. Il faut qu'on parle. Retrouve-nous au café de la gare. Demain midi. Ce n'était pas une demande. C'était une convocation. Ils pensaient avoir le dessus. Ils pensaient que cette lettre de leur avocat m'avait fait peur. Ils s'attendaient probablement à ce que je me présente avec un chéquier et des excuses, les suppliant de me laisser revenir dans la famille. J'ai répondu par texto, d'accord. Je me suis préparé pour la réunion comme si je me préparais pour une réunion de conseil d'administration. J'ai imprimé les emails. J'ai imprimé les relevés bancaires. J'ai imprimé la confirmation du transfert de l'acte de propriété que Sarah m'avait envoyé ce matin-là. J'ai tout mis dans un dossier noir impeccable. J'ai conduit jusqu'au café de la gare. C'était l'endroit où nous allions manger des crêpes le dimanche matin quand j'étais enfant. À l'époque, je pensais que nous étions heureux. Maintenant, je savais que nous jouions juste un rôle. Je suis entré. La cloche au-dessus de la porte a tinté. Ils étaient assis dans la banquette du fond, la circulaire. Maman était assise au milieu comme une reine tenant sa cour. Elle portait son manteau de fourrure. Même s'il faisait chaud à l'intérieur, elle avait l'air raide de fierté. Papa était assis à côté d'elle, l'air épuisé. Il avait des cernes sous les yeux. Romain était là, l'air pâle. Il tapotait nerveusement ses doigts sur la table. Damien était là, l'air furieux. Il portait une grosse doudoune et un bonnet. Il avait l'air de ne pas s'être douché depuis 2 jours. Je me suis approché. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas dit bonjour. Je me suis simplement glissé sur la chaise vide en face d'eux. « Tu es en retard » a dit maman. Je ne l'étais pas. Il était exactement midi. « Je suis là » ai-je dit. La serveuse est venue avec une carafe d'eau. « Je vous sers quelque chose, ma petite dame. »« Juste un verre d'eau » ai-je dit. La serveuse est partie. Le silence à table était épais.
Ça sentait la friture et la tension. Eh bien, a dit maman. Elle a joint ses mains sur la table. Elle avait un air suffisant. J'espère que tu es contente, Amélie. Tu as causé beaucoup de problèmes. Je n'ai rien fait, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire des choses. Tu as coupé le chauffage, a claqué Damien. On a dû quitter le chalet à 3 heures du matin parce qu'il gelait. Mes amis étaient furieux. Tu m'as mis la honte. Tu t'es mis la honte tout seul, Damien, ai-je dit calmement. Tu as invité des gens dans une maison qui ne t'appartient pas et que tu ne peux pas te permettre de chauffer. Cette maison est à nous, a sifflé maman. Elle a frappé la table de sa main. Et c'est pourquoi nous avons envoyé la lettre. Nous en avons fini avec tes jeux. Tu es banni de la propriété. Si tu y mets un pied, nous appellerons les gendarmes. Romain a pris la parole. Et l'assurance. Amélie, sérieusement, j'ai une interruption de couverture maintenant. Mes tarifs vont doubler. Alors tu aurais dû payer la facture, ai-je dit. Nous sommes une famille, a dit papa. Sa voix s'est brisée. On s'entraide. Non, ai-je dit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je vous ai aidé. Vous m'avez utilisé. Il y a une différence. Ça suffit, a dit maman. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une copie de la lettre qu'il m'avait envoyée. Nous engageons une action en justice. Nous prenons le contrôle total du chalet. Tu n'as plus aucun droit là-bas. J'ai regardé la lettre sur la table. Puis je les ai regardés. Ils avaient l'air 6 sur 2. Ils pensaient m'avoir mis échec et mat. J'ai attrapé mon dossier noir. Je l'ai ouvert lentement. Vous m'avez dit d'arrêter de dépendre de vous, ai-je dit. Je l'ai fait. Je suis devenu complètement autonome. J'ai sorti un document. C'était l'acte de propriété. Le nouvel acte. Je l'ai fait glisser sur la table, juste par-dessus leurs lettres. Lisez la section surlignée, ai-je dit. Maman l'a pris. Elle a plissé les yeux sur le texte juridique. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. C'est la clause de réversion, ai-je dit. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, quand j'ai payé les arriérés d'impôts. Quand j'ai payé pour le nouveau toit. Vous avez signé un transfert de propriété. On l'a signé pour que tu puisses t'occuper des papiers, a dit maman. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire, ai-je dit. Il était dit que si vous essayiez un jour de me refuser l'accès à la propriété, ou si vous revendiquiez un jour la propriété exclusive dans un dépôt légal, le titre me reviendrait. Maman a arrêté de lire. Son visage est devenu blanc. La couleur a quitté ses joues comme de l'eau dans un siphon. Vous m'avez envoyé une lettre légale revendiquant la propriété exclusive, ai-je dit. Et vous m'avez banni des lieux. J'ai montré le papier dans sa main. En envoyant cette lettre, vous avez déclenché la clause. Depuis 9 heures ce matin, le service du cadastre a mis à jour l'acte. Je me suis penché en avant. Le chalet est à moi, légalement, à 100%. Non, a murmuré Romain. C'est impossible. C'est fait, ai-je dit. Vous avez perdu le chalet au moment où vous avez essayé de me le prendre. Damien s'est levé. Tu l'as volé. Tu as volé notre maison. Assieds-toi, Damien, ai-je dit. Ma voix était sèche comme un coup de fouet. Il s'est rassis, choqué. Je n'ai rien volé, ai-je dit. Je l'ai payé. J'ai payé chaque clou. J'ai payé chaque bûche. J'ai payé pour le chauffage que tu as utilisé pour te réchauffer pendant que tu te moquais de moi. Et maintenant, j'ai le bout de papier qui le prouve. Papa a mis sa tête dans ses mains. Amélie, s'il te plaît. Ce chalet, c'est l'héritage familial. C'était, ai-je dit, mais vous n'avez pas protégé l'héritage. Vous l'avez laissé pourrir. Je l'ai sauvé. Et puis vous avez essayé de m'en chasser. Maman fixait le papier. Ses mains tremblaient. Elle a laissé tomber l'acte sur la table. Tu as planifié ça, a-t-elle murmuré. Espèce de petite sorcière ingrate. Tu as tout planifié. Je n'ai rien planifié, ai-je dit. Je voulais faire partie de cette famille. Je voulais être aimé. J'aurais payé pour ce chalet pour toujours si vous m'aviez juste traité avec une once de respect. Je les ai regardés. Ils étaient brisés. L'arrogance avait disparu.
Mais vous ne pouviez pas faire ça, ai-je dit. Il fallait que vous poussiez. Il fallait que vous me disiez que j'étais le fardeau. Il fallait que vous essayiez de me faire du mal. On peut arranger ça, a dit Romain rapidement. Il avait l'air désespéré. Amélie, écoute, on peut trouver un arrangement. Peut-être qu'on peut te payer un loyer. J'ai ri. C'était un son sec, sans humour. Un loyer, ai-je demandé. Romain, tu ne peux même pas payer ton assurance auto. Comment vas-tu payer le prix du marché pour un chalet de luxe? Il a baissé les yeux sur ses genoux. La confrontation est terminée, ai-je dit. Je gagne. J'ai fermé mon dossier. Le silence est revenu, mais cette fois il était intense. Il était lourd. Il était final. C'était le son d'une réalité qui s'effondrait sur eux. La serveuse est revenue. Elle a senti l'ambiance. Elle n'a pas proposé plus d'eau. Elle a juste posé l'addition au milieu de la table. Maman a regardé l'addition. Puis elle a regardé papa. Puis elle a regardé Romain. Aucun d'eux n'a bougé. C'était un réflexe. Pendant 20 ans, chaque fois qu'une addition arrivait à table, ils se figeaient tous et attendaient qu'Amélie la prenne. C'était une mémoire musculaire. Je les ai regardés. J'ai regardé l'hésitation. Maman s'est raclé la gorge. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient suppliants maintenant. La fierté avait disparu, remplacée par un besoin pathétique. Amélie, dit-elle doucement. J'ai laissé mon portefeuille dans la voiture. Romain, ai-je demandé. Je suis eux. Je suis un peu juste jusqu'à la paix, a marmonné Romain. Papa. Papa a fouillé ses poches. Il a sorti un billet de 5 € froissé. L'addition était de 40 €. Je ne pensais pas, a-t-il balbutié. Il le faisait encore. Même maintenant, même après que j'ai pris le chalet, même après leur avoir dit que j'en avais fini, il s'attendait toujours à ce que je paie. J'ai ouvert mon sac à main. J'ai vu le soulagement sur leur visage. Ils se sont détendus. Ils ont pensé, d'accord, c'est toujours Amélie. C'est toujours la banque. On peut la manipuler pour qu'elle revienne. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai ouvert le compartiment à billets. J'ai ignoré les cartes de crédit. J'ai ignoré les billets de 20 €. J'ai sorti un seul billet de 5 €. Il était neuf. Je l'ai placé au centre de la table, juste au-dessus de l'acte de propriété. C'est pour l'eau, ai-je dit. Ils ont fixé le billet. Qu'est-ce que c'est, a demandé maman. Sa voix tremblait. C'est tout ce qui reste, ai-je dit. C'est le dernier euro que vous verrez jamais de moi. Amélie, ne sois pas puérile, a dit maman, sa voix montant en panique. Paie l'addition. On peut en parler. Non, ai-je dit. On a fini de parler. Je me suis levé. J'ai lissé ma jupe. Tout le reste, mon temps, mon amour, mon avenir, mes économies, je vous l'ai déjà donné. Vous avez tout dépensé. J'ai regardé Romain. Trouve un deuxième travail. J'ai regardé Damien. Fais une demande d'aide financière. J'ai regardé papa. Vends le bateau que tu n'utilises jamais. Puis j'ai regardé maman. Ses yeux ont vacillé. J'ai vu la peur. Une peur authentique et profonde. Elle a réalisé que le filet de sécurité avait disparu. Elle a réalisé qu'elle tombait et que personne n'allait la rattraper. Amélie, attends, a-t-elle murmuré. Elle a tendu la main pour saisir mon poignet. J'ai reculé. Sa main a saisi le vide. Non, maman, ai-je dit. Ma voix était stable. C'était la voix d'une femme qui connaissait enfin sa propre valeur. Cette fois, ai-je dit, c'est vous qui dépendez. Dépendez les uns des autres. Dépendez de vous-même. Tu ne peux pas nous laisser comme ça, a-t-elle crié. Les gens dans le café se sont tournés pour regarder. Je ne vous laisse pas, ai-je dit. Je vous libère. Vous vouliez l'indépendance. Vous l'avez. Je leur ai tourné le dos. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Chaque instinct de mon corps me hurlait de me retourner, d'arranger les choses, de payer les 40 €, de faire cesser la scène. Mais j'ai continué à marcher. J'ai dépassé le comptoir. J'ai dépassé la cloche.
J'ai marché jusqu'au parking. Le soleil brillait. C'était une journée d'hiver froide et lumineuse. Je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas regardé la fenêtre du café. Je savais qu'il me regardait. Je savais qu'il paniquait, mais cette panique n'était plus à moi de la porter. J'ai mis la voiture en marche et je suis sorti sur la route. Je me sentais plus légère que l'air. Une semaine plus tard, j'étais debout sur la terrasse du chalet. C'était calme. Le seul son était le vent dans les pins et la glace qui craquait sur le lac gelé. Mon avocate, Sarah, avait tout confirmé mardi. L'acte était enregistré. L'avis d'expulsion avait été signifié à la maison de mes parents, les informant formellement que leurs effets personnels avaient été déplacés dans un garde-meuble et que les serrures avaient été changées. J'avais changé les serrures moi-même. J'ai installé une serrure intelligente avec un code que seul moi connaissais. J'ai respiré l'air froid. Il ne piquait pas. Il semblait frais. Il semblait plein de possibilités. J'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un email de mon père. Objet, mise à jour. Je l'ai ouvert. C'était court. Amélie, nous vendons la deuxième voiture. Romain revient vivre avec nous pendant un certain temps pour aider avec le loyer. Damien a trouvé un travail à la librairie du campus. C'est difficile. Ta mère est très en colère, mais nous nous débrouillons. J'espère que tu vas bien, papa. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'étais contente qu'ils se débrouillent. C'étaient des gens capables. Ils avaient juste été paresseux parce que je leur avais facilité la tâche. En retirant la béquille, je les avais forcés à marcher. Ce n'était pas une fin heureuse pour eux. C'était un ajustement difficile, mais c'était nécessaire. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai regardé le lac. Le soleil se couchait, peignant la glace de nuances de rose et de violet. Pendant longtemps, j'ai pensé que la famille signifiait le sacrifice. Je pensais que cela signifiait s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. J'avais tort. La famille devrait être un cercle de soutien, pas une pyramide où une personne soutient toutes les autres. J'étais seul au chalet. Je n'avais pas encore de mari ou d'enfant. Je n'avais pas mes parents ou mes frères qui m'appelaient, mais je ne me sentais pas seul. Je ressentais la paix. J'ai descendu les marches jusqu'au bord de l'eau gelée. J'ai resserré mon manteau autour de moi. Je ne les ai pas abandonnés, murmurai-je aux arbres. Les mots flottaient dans l'air, vrais et clairs. J'ai arrêté de m'abandonner moi-même. Je suis retourné au chalet. Mon chalet. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Il avait l'air chaleureux. Il avait l'air accueillant. J'ai monté le chemin, ouvert la porte et suis entré. Le feu crépitait dans l'âtre. Je l'avais allumé moi-même. Je me suis assise dans le fauteuil, j'ai pris mon livre, et pour la première fois de ma vie, je me suis simplement détendu. Le silence n'était pas vide. Il était plein de liberté.